Merci beaucoup. D'abord, je veux évidemment, à mon tour, remercier les militantes, les militants de la France Insoumise de Chambéry et du département qui se sont mobilisés ces derniers jours pour faire en sorte de vous informer de l'existence de cette réunion publique et vous remercier d'être venus nombreuses et nombreux, parce qu'aujourd'hui, il faisait quand même très beau. Je pense que plein de gens, peut-être, avaient autre chose à faire que de venir dans une petite salle pour une réunion politique. Et pour tout vous dire, quand on a discuté avec Jean-François et son équipe il y a quelques semaines, en vérité, à la base, c'est parce que demain, nous sommes invités à participer au rassemblement qui va être organisé au plateau des Glières. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez. C'est un rassemblement qui a lieu chaque année. Et puis on s'est dit, quitte à aller au plateau des Glières, peut-être on peut prendre l'initiative d'un événement public ici aujourd'hui à Chambéry. Et avec Jean-François, on se disait, c'est un week-end prolongé, il y a peut-être des gens qui ne pourront pas être là. Et tu crois qu'il y aura du monde ? Bon, je crois que vous avez fait la démonstration aujourd'hui qu'il y a toujours du monde qui est intéressé pour avoir ces échanges politiques, et c'est une bonne chose. Et quand on a prévu cette réunion publique, on n'avait pas l'information que Chambéry allait devenir le centre du monde du JDD. Alors on s'est dit, ça tombe bien. Et c'est la raison pour laquelle cet après-midi, on est allé aussi dans les Hauts-de-Chambéry avec les camarades de Chambéry Avenir pour leur apporter évidemment tout notre soutien face à une campagne qui est une campagne particulièrement inacceptable, particulièrement infamante, particulièrement insupportable. Et donc je fais l'aveu devant vous, s'il y a un journaliste du JDD, j'espère pas, dans la salle. Cet après-midi, j'ai rejoint la confrérie, puisque je suis allé soutenir Chambéry Avenir contre ce rapport tout à fait insupportable. Et j'ai trouvé quand même particulièrement, d'un certain point de vue intéressant, d'un point de vue intellectuel, qu'on essaye de nous expliquer qu'une association qui fait un travail citoyen pour l'inscription des habitantes et des habitants sur les listes électorales et pour les inviter à participer au moment des élections était dans une stratégie... Une semaine, on parle d'autrisme et une semaine après de séparatisme. J'ai plutôt l'impression que quand on se mobilise pour appeler les habitantes et les habitants, en particulier des quartiers populaires, à utiliser leur pouvoir de citoyen, à utiliser leur droit de vote, alors c'est au contraire un comportement qui est un comportement entièrement républicain et entièrement démocrate, et que c'est plutôt ceux qui ont l'habitude, pendant des années et des années, de pousser une partie de la population française en dehors des élections, en considérant par là même que moins ça vote dans les quartiers populaires, plus facile ce sera pour ceux qui dirigent ce pays depuis des années et des années de continuer à le diriger. C'est plutôt ces personnes-là qu'on pourrait accuser de séparatisme, parce qu'ils cherchent à produire le fait qu'une partie de la population soit considérée comme des citoyens de seconde zone. N'en déplaise aux journalistes du JDD, n'en déplaise à Emmanuel Macron et son gouvernement, n'en déplaise aux sinistres représentants locaux de l'extrême droite, les citoyens des Hauts-de-Chambéry, comme les citoyens de l'ensemble du pays, ont une égalité des droits et sont des citoyens à part entière. Et nous, on est fiers quand ils se déplacent pour aller voter aux élections. Et c'est une grande fierté pour nous que la France Insoumise, que Jean-François Coulombe lui-même aux dernières élections législatives, que la France Insoumise aux élections européennes ait fait des scores très importants dans les bureaux de vote des Hauts-de-Chambéry. C'est un bonheur, c'est une fierté. Vous pouvez l'écrire, journaliste du JDD, ça ne nous dérange nullement. Et c'est au contraire un élément central de la stratégie politique qui est la nôtre, de considérer que face à la mauvaise pente que prend notre pays, on ne pourra s'en sortir que par la mobilisation populaire et en particulier la mobilisation des catégories populaires. Parce qu'on est confronté depuis maintenant évidemment des années et des années. Mais le point sur lequel je voudrais insister aujourd'hui devant vous, c'est la dérive de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui en 2017, à travers la figure d'Emmanuel Macron, ont pris le pouvoir sur un projet que, évidemment, nous combattions à l'époque, mais qui était un projet qui s'appuyait sur
une, une proposition profondément libérale d'organisation de la société, mais qui se défendait comme étant une force politique plutôt ouverte sur la question, par exemple, de la transition écologique, sur la nécessité de s'attaquer à ces différents sujets. Macron lui-même se présentait à de multiples reprises comme le champion de la Terre, voulait apparaître comme étant un petit peu le phare ou le pays qui va être à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique. Et petit à petit, sous l'influence en particulier de la droite et de l'extrême droite, le macronisme est devenu un obscurantisme. Et la semaine que l'on vient de vivre à l'Assemblée nationale, de ce point de vue-là, elle a été pour nous édifiante. Comment dans la même semaine, vous pouvez avoir une manœuvre parlementaire particulièrement antidémocratique, Jean-François Coulombe l'a décrit tout à l'heure, pour dessaisir l'Assemblée nationale d'un texte de loi aussi important qu'une loi qui cherche à réintroduire un pesticide qui est un pesticide qu'on appelle, qui fait partie de la catégorie des néonicotinoïdes, c'est-à-dire les pesticides qui tuent les abeilles notamment, et des pesticides qui ont des conséquences sur la santé humaine qui sont amplement démontrées aujourd'hui. Comment vous pouvez avoir une formation politique qui s'est prétendue comme étant une formation politique à l'avant-garde de la lutte pour protéger la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique et qui dessaisit l'Assemblée nationale d'une décision aussi importante. C'est une décision dramatique pour le respect de la biodiversité. Si vous ne le savez pas, 75% des cultures à l'échelle mondiale sont pollinisées par des insectes et en particulier par des abeilles. Si vous ne le savez pas, le directeur de ce qu'on appelle l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, parle des néonicotinoïdes comme le chlordécone de l'Hexagone. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est le chlordécone, c'est un pesticide qui a été amplement utilisé dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, pendant des années et des années, pour les intérêts économiques de grands planteurs. Et ce pesticide, aujourd'hui, vous le retrouvez en Guadeloupe, en Martinique, dans tous les sols, dans toutes les terres. Vous le retrouvez dans le sang des habitantes et des habitants. Ça produit une augmentation significative des maladies qui sont conduites à la présence de ce produit dans tous les organismes humains. Et ce produit qu'on a pendant des années et des années utilisé là-bas, sur lequel d'ailleurs des collectifs de victimes continuent aujourd'hui à pointer la responsabilité de nos dirigeants de l'époque, à demander des indemnisations. Ce produit-là, aujourd'hui, c'est le produit qui est pris comme élément de comparaison par les scientifiques à propos des néonicotinoïdes que le gouvernement s'apprête à réintroduire en France. On en est là aujourd'hui. Et une décision aussi importante, parce que nous avons déposé à l'Assemblée nationale des amendements pour nous y opposer, pour dire qu'on ne pouvait pas être d'accord avec ça. Le débat à l'Assemblée nationale a été empêché par une combine parlementaire, de telle sorte que le texte aille directement au Sénat et qu'ensuite on revienne devant l'Assemblée nationale en disant maintenant cette décision c'est à prendre ou à laisser, on n'aura même pas l'opportunité d'en débattre ou d'en discuter. On a beaucoup insisté sur ce point-là de ce texte de loi et c'est normal parce que c'est un élément très très important. Mais il y a d'autres éléments dramatiques dans cette proposition de loi qu'ils ont appelé du plomb du nom du sénateur Les Républicains de droite qui portent cette proposition de loi. Dans cette proposition de loi, il y a l'idée précisément que ce dont je vous ai parlé, l'ANSES, cette agence de sécurité sanitaire, ne serait plus indépendante et serait mise sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Vous imaginez bien que, évidemment, que le ministère de l'Agriculture, s'il peut commencer à donner des consignes politiques sur l'utilisation d'un pesticide et sur la priorisation des études que doit faire cet organisme normalement indépendant, vous imaginez bien que la santé des habitantes et des habitants ne sera évidemment pas protégée. Dans cette proposition de loi, il y a des dispositifs, par exemple, pour faciliter l'installation des méga-élevages et de l'élevage intensif. Dans cette proposition de loi, il y a des dispositifs pour faciliter l'installation de ce qu'on appelle les méga-bassines, qui sont des grands projets de stockage de l'eau, qui ne sont pas des petites retenues, comme ça on peut les voir parfois dans nos vallées ou dans nos montagnes, qui visent à stocker l'eau de pluie qui tombe pour favoriser l'irrigation agricole. Ce n'est pas de ça dont on est en train de parler. Ça, on l'a toujours fait, c'est vieux comme le monde. On parle d'immenses réservoirs dans lesquels on va puiser l'eau qui est dans les nappes phréatiques. On va vider les nappes phréatiques
dans des ouvrages qui sont des ouvrages qui vont être un désastre pour l'environnement, un désastre pour notre ressource en eau, dont tout le monde sait que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, la question de l'eau, la question de son usage, la question de quels sont les usages qui vont devenir prioritaires, quels sont ceux qu'on va faire passer d'abord d'autres usages. Quand on a une tension sur la ressource en eau, la priorité c'est d'abord d'utiliser l'eau pour boire, pour se laver, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette ressource qui est une ressource indispensable à la vie. On a eu ça cette semaine, un texte de loi obscurantiste qui nie la parole scientifique, un texte de loi qui soumet nos objectifs environnementaux, nos objectifs climatiques à des exigences de rentabilité immédiate. Le nom officiel de cette loi qu'on a appelée Duplon, c'est la loi pour lever les contraintes au métier de l'agriculteur. De manière tout à fait mensongère d'ailleurs, parce qu'on essaye de faire croire que cette loi, ce serait une loi qui va faciliter la vie de l'ensemble des agricultrices et des agriculteurs, alors que précisément c'est l'inverse, c'est une loi qui va faciliter la vie d'une toute petite poignée des plus gros exploitants agricoles et qui va se faire au détriment du plus grand nombre. On a eu ça cette semaine et juste après, dans la foulée, on a eu une deuxième loi qui s'inscrit dans la même philosophie qu'on continue à examiner à l'Assemblée nationale, qu'ils ont appelée loi de simplification de la vie économique, où là aussi, ils cherchent petit à petit à couper tout ce qu'ils appellent, eux, des contraintes, mais qui sont en vérité des mesures de protection, par exemple, de l'environnement et de la planète. Par exemple, on a eu cette semaine la droite, les macronistes, l'extrême droite, main dans la main, pour supprimer toutes les contraintes sur l'installation des data centers. Vous savez, ces immenses centres de données dont les projets commencent à fleurir aujourd'hui partout en France, qui sont des immenses entrepôts qui consomment énormément d'eau, qui consomment énormément d'énergie, sans aucune réflexion, sans aucune forme de planification. Évidemment qu'on a besoin de stocker certaines données, mais au rythme auquel on va aujourd'hui, en basant et en comptant uniquement sur le marché pour réguler entre les différents projets d'installation, on va se retrouver dans 20 ans, dans 30 ans à se mordre les doigts de ne pas avoir eu de stratégie intelligente de planification de l'installation de ces data centers et de régulation du stockage de données. Et on a eu ça encore cette semaine. On a eu des mesures pour revenir sur les lois qui encadrent aujourd'hui l'artificialisation des sols. Bref, cette semaine-là, la semaine qu'on vient de vivre, ça a été une semaine noire pour l'écologie à l'Assemblée nationale. Et je voulais commencer par ce point-là, d'abord parce qu'on n'en parle malheureusement pas suffisamment médiatiquement, et parce que j'imagine que quand on habite ici, dans un beau département comme celui-ci, où quand on a un petit peu de temps, on peut aller au bord du lac ou faire un petit tour en montagne, je pense que vous serez sensible au fait que la majorité qui nous gouverne aujourd'hui a décidé de faire primer les exigences de rentabilité économique immédiate sur la sauvegarde de nos écosystèmes, sur la sauvegarde de nos paysages, sur la sauvegarde de l'eau, sur la santé des êtres humains, sur le fait de pouvoir profiter un petit peu de cette biodiversité, de cette nature qui est si belle autour d'ici. Et je pense que ça sera peut-être pour vous un motif de mobilisation de vous dire que si on ne fait rien, si on laisse ce gouvernement continuer à faire, c'est la destruction de l'ensemble de nos écosystèmes qui vont être à l'ordre du jour dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Donc c'est important de se mobiliser. C'est important de ne pas se laisser faire. Et je sais qu'en ce qui concerne les grands projets inutiles, vous êtes mobilisés ici aujourd'hui, notamment sur la question du Lyon-Turin ou sur la question de l'organisation des prochains Jeux Olympiques. Ce combat-là, cette bataille-là, elle va se poursuivre la semaine prochaine, puisque lundi prochain, à l'Assemblée nationale, le gouvernement va essayer de faire passer un projet de loi pour reprendre les travaux de l'autoroute A69, dont les travaux ont été interrompus par la justice, parce que précisément, les autorisations environnementales n'avaient pas été accordées à ce projet. Bref, je voulais vous dire un mot là-dessus, parce que vous dire que face à ce sujet qui, évidemment, est beaucoup moins porteur que... Je lisais ça dans un article du Monde diplomatique tout à l'heure. Les 5 I. Vous connaissez les 5 I? C'est immigration, islam, insécurité, défense d'Israël et insoumis, pour cracher sur la France insoumise. Voilà, c'est les 5 I. C'est les 5 I qui sont à longueur d'antenne dans les médias. Et plutôt que de parler de ça, peut-être que ce serait bien parfois aussi de parler du mal qu'on fait à notre environnement, du mal qu'on fait à la planète et des décisions totalement ubuesques dont tout le monde sait que dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, on s'en mordra les doigts parce qu'on a laissé détruire
notre écosystème et on a laissé continuer à nous mettre dans le mur en étant incapables de prendre les décisions nécessaires pour faire face à l'urgence climatique et environnementale. Alors, nous, puisqu'on ne se laisse pas faire, et je vous invite vous aussi à vous mobiliser, mais sachez qu'on a pris la décision avec Anaïs, avec Jean-François, l'ensemble des députés insoumis, et on a été rejoints par là même, je veux le souligner, par 2 courageux députés écologistes qui ont co-signé avec nous une motion de censure sur ce sujet pour réagir au passage en force sur la loi Duplon. Et cette motion de censure, elle sera examinée mercredi à 14h à l'Assemblée nationale. Et donc c'est important de le faire savoir, d'interpeller autour de vous que les insoumis ne se laissent pas faire, ils n'acceptent pas ces reculs environnementaux et que les insoumis, ils considèrent que de tels passages en force sont un motif évidemment suffisant pour renverser le gouvernement de François Bayrou. Le macronisme est un obscurantisme, je disais, obscurantisme sur la question environnementale. Et le macronisme, par là même, de plus en plus rejoint les idéologies qu'on voit fleurir, notamment de l'autre côté de l'océan Atlantique, parti de Milei en Argentine, rejoint par Trump aux États-Unis, c'est-à-dire un projet, une forme de fascisme qu'on peut appeler libertarien, c'est-à-dire un fascisme qui essaye de s'attaquer à toute forme de régulation par l'État, un fascisme ultra-libéral. Et à chaque fois, et c'est une constante, Milei, Trump l'ont porté avant, évidemment, je viens d'en parler, l'environnement est sacrifié sur l'autel des intérêts économiques immédiats, et à chaque fois, le modèle social, l'État sont la cible. Je disais que demain, nous serons au Glières, où on honore chaque année l'esprit de la résistance. Et mardi, c'était le 82e, ce mardi, c'était le 82e anniversaire de la première réunion du Conseil national de la résistance. Et parmi les grands acquis qu'a permis le Conseil national de la résistance, il y avait évidemment notre modèle de sécurité sociale. Et c'est ce modèle de sécurité sociale qui aujourd'hui est dans le viseur du gouvernement. Vous l'avez peut-être vu passer cette semaine, avec notamment le Premier ministre, relayant par là même ce que le président de la République avait dit lui-même, qui s'apprête à engager, soi-disant, un débat, on les connaît, leurs débats, sur ce qu'eux appellent la TVA sociale, et qu'il faudrait en vérité appeler plutôt la TVA antisociale, qui revient à essayer de garantir ou d'assurer le financement de notre sécurité sociale par l'augmentation de la TVA. Et ça, c'est une manière de balayer, de fouler aux pieds un principe cardinal de ce qu'a été un des grands acquis du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire que la sécurité sociale, elle est financée par des cotisations sur le salaire des travailleuses et des travailleurs. Et ils vont agiter pour cela, ils vont agiter des chiffres comme ils le font à chaque fois, en disant bah oui, mais on est en déficit, on ne va pas s'en sortir, il faut qu'on aille trouver de nouvelles recettes. Ils vont le faire sur le budget de l'État. Ils ont commencé à le faire depuis des mois et des mois. Ah, on est au-delà de 5% de déficit, c'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir, il va falloir tous faire un effort. Allez, tout le monde va se serrer la ceinture. Et ils vont le faire sur la sécurité sociale. Et là, on fait cette semaine avec un rapport de la Cour des comptes qui dit catastrophe, d'ici à la fin de la décennie, on va avoir 28 milliards d'euros de déficit dans le budget de la sécurité sociale. Alors on n'a pas le choix, il va falloir faire des efforts. Et la manière la plus simple de faire ces efforts, ça va être d'augmenter la TVA de 2 ou 3 points pour faire en sorte de réduire ce déficit. Alors je veux vous mettre en garde et vous alerter, parce que je sais la puissance qu'ils peuvent avoir dans les médias pour dire c'est une catastrophe, si on ne fait rien, on ne va pas s'en sortir. Et j'affirme ici devant vous avec mes collègues que le déficit de l'État, comme le déficit de la sécurité sociale, sont des créations artificielles de ceux qui nous gouvernent depuis des années et des années. Parce que quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, la première chose qu'il a fait, c'est de multiplier les cadeaux aux très très riches, aux ultra riches et aux très grandes entreprises et aux très grandes multinationales. De telle sorte que, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, la fortune des 500 plus riches en France a été multipliée par 2. C'est la conséquence de ce qu'il appelait à l'époque la théorie du ruissellement, c'est-à-dire on va donner beaucoup d'argent à ceux qui sont tout en haut, puis après ça va ruisseler sur l'ensemble de la société. Je pense que personne ici n'en a vu la couleur. Mais si les recettes étaient restées au même niveau aujourd'hui, en pourcentage de la richesse produite par la France chaque année,
que ce qu'elles étaient en 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le déficit de l'État il serait inférieur à 3% du PIB aujourd'hui. La dette publique, dont on vous dit aujourd'hui qu'elle atteint 110% du PIB, c'est-à-dire de la richesse qu'on produit chaque année, serait inférieure à 100% du PIB. Ça, c'est si la politique d'Emmanuel Macron, elle n'avait pas conduit précisément à supprimer des recettes de l'État en faisant des cadeaux aux très riches et aux grandes multinationales. Et aujourd'hui, une fois qu'il a vidé la caisse et qu'il a distribué les cadeaux aux plus riches, il vient vous voir et il vous dit bah, c'est à vous de payer la facture. Et c'est précisément la même chose sur le budget de la sécurité sociale. Je ne veux pas être trop technique, mais sachez qu'on estime à peu près 100 milliards d'euros par an, hein, puisqu'ils nous disent que, je reprends, qu'il y aurait sans doute un déficit peut-être de 28 milliards d'euros d'ici la fin de la décennie. Il y a 100 milliards d'euros par an d'exonération de cotisations sociales, c'est-à-dire des cotisations qui, normalement, sont une partie qu'on prend sur les salaires, qui permettent d'aller financer la sécurité sociale. Il y a des dispositifs qui se sont multipliés ces dernières années, où à la place d'augmenter les salaires, on a distribué des primes, qu'à la place d'augmenter les salaires, on a fait des petits cadeaux d'action pour certains salariés. Et tout ça, à chaque fois qu'on fait ce dispositif-là, plutôt que d'augmenter les salaires, eh ben, c'est le financement de la sécurité sociale qui en pâtit. Et aujourd'hui, si vous prenez l'ensemble des cotisations patronales qui ont été des dispositifs d'exonération qui ont été mis en place, sur lesquels l'État avait dit on va exonérer tel dispositif des cotisations, mais l'État compensera auprès de la sécurité sociale pour maintenir le financement. Si vous comptabilisez aujourd'hui ces dispositifs qui n'ont pas été compensés, c'est-à-dire à peu près 8 milliards d'euros par an, et que vous y ajoutez l'ensemble des contournements aux salaires qui ont été mis en place par Macron, la prime Macron, etc., c'est à peu près 20 milliards d'euros par an. Vous avez précisément 28 milliards d'euros de manque à gagner pour le budget de la sécurité sociale. Bah, ça tombe bien, c'est le déficit qu'ils annoncent pour le budget de la sécurité sociale d'ici la fin de la décennie. Cette démonstration, c'est pour vous montrer que le déficit est une création artificielle. Et encore parce que je ne veux pas vous prendre trop la tête et parce que c'est compliqué, mais sachez juste quand même quelque chose, c'est que la dette de l'État en France, on fait quelque chose, on la fait rouler. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la dette qui a été financée par l'emprunt, et bon, qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on réemprunte pour rembourser la dette qu'on n'a pas réussi à rembourser pour l'instant, ce qu'on appelle faire rouler la dette. Et ça, on le fait sur la dette de l'État aujourd'hui, et par une décision qui est une décision absurde, on ne le fait pas sur la dette de la sécurité sociale. C'est-à-dire que dans le budget de la sécurité sociale, plutôt que de la faire rouler, il y a 20 milliards d'euros chaque année qui est consacré à rembourser la dette de la sécurité sociale, alors qu'on pourrait tout à fait faire la même chose qu'on le fait sur le budget de l'État, c'est-à-dire la faire rouler. C'est ce que, parfois, vous entendez cet acronyme, c'est ce qu'on appelle la CADES. On met 20 milliards d'euros par an dans la CADES pour rembourser la dette de la sécurité sociale. Je veux juste donner ces éléments, j'en suis conscient, peut-être un petit peu technique, mais juste parce que vous allez entendre à longueur d'antenne, et ça va monter en puissance, que de toute façon on n'y arrive pas, que le budget de la sécurité sociale est dans un déficit, qu'on ne peut pas laisser continuer comme ça, sinon on n'aura plus de retraite, qu'on n'aura plus d'assurance maladie, etc., etc., etc. Je voulais juste vous faire la démonstration que le déficit de la sécurité sociale, c'est une création artificielle. Et qu'il n'y a pas besoin de TVA sociale, contrairement à ce qu'ils disent. Et qu'en plus, cette TVA antisociale, c'est la mesure qui est la mesure la plus injuste et la plus inégalitaire que vous pouvez produire pour une raison très simple que tout le monde va comprendre. C'est que la TVA, c'est l'impôt que tout le monde paye de la même manière. Que vous soyez au RSA ou que vous gagnez 50 000 euros par mois, bah, quand vous allez aller faire vos courses au supermarché, bah, y a 20% du prix que vous allez acheter, c'est de la TVA. De telle sorte qu'on estime qu'à peu près 5%, la TVA c'est à peu près 5% des dépenses des plus riches en France, mais c'est à peu près entre 12 et 13% des dépenses des plus pauvres en France. Donc si vous augmentez la TVA, pour être très clair, l'impact sur le pouvoir d'achat, il va être 3 fois plus grand pour les plus pauvres que pour les plus riches. Donc c'est une manière de faire payer ce soi-disant déficit, de le faire payer aux plus pauvres au détriment des plus riches. Voilà, ça c'est le projet qu'a aujourd'hui le gouvernement de François Bayrou. Et c'est un projet sur lequel on avait alerté, y compris en 2022, dans la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, dans la campagne législative qu'on a faite dans la foulée. On avait dit, ils ont un agenda caché, les macronistes. Et cet agenda caché, ça va être
de faire la TVA sociale. À l'époque, ils ont dit « Ouais, les insoumis, vous mentez ». Les médias ont dit « Vous racontez n'importe quoi. Sur la base de quoi vous pouvez dire ça ?» etc. Alors la prochaine fois, dans une campagne électorale, qu'on va vous dire que les insoumis racontent n'importe quoi, renseignez-vous bien, parce qu'à la fin, 2-3 ans plus tard, qu'est-ce qui arrive dans le débat public aujourd'hui ? C'est cette TVA sociale. Voilà. Et ça va être une des grandes batailles des prochaines semaines et des prochains mois. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous pour la mener, cette grande bataille. On peut faire évidemment autrement, en revenant sur ces exonérations de cotisations sociales. On peut faire évidemment autrement pour le budget de l'État, en revenant sur les cadeaux qui ont été faits aux plus riches, en imposant les 147 milliardaires. Il y a 147 milliardaires en France, je crois qu'il n'y en a pas dans la salle. Bon, nous, on a proposé un dispositif qui est quand même un dispositif qui est, franchement, c'est pas fou. C'est de dire, à minima, il faut que l'impôt que payent ces milliardaires soit au moins égal à 2% de leur patrimoine. Parce que si on ne fait pas ça, les plus riches aujourd'hui, les milliardaires en France, ils bénéficient de dispositifs d'optimisation fiscale, de fraude fiscale parfois, mais même des dispositifs d'optimisation et dont des avocats fiscalistes, vous les avez pas quand vous déclarez vos impôts, c'est des spécialistes qui cherchent comment ils vont placer leur argent pour payer moins d'impôts. Et aujourd'hui, la courbe de l'impôt en France par rapport aux revenus, elle n'est pas proportionnelle, c'est l'inverse. Quand vous êtes parmi les 0,1% des plus riches, vous payez en proportion de vos revenus moins d'impôts que ce qu'on appelle parfois les classes moyennes. Donc notre proposition, c'est de dire, on va obliger par la loi que l'impôt payé par les plus riches, il s'élève au moins à 2% de leur patrimoine. C'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est juste, ça permet au moins de rentrer 14-15 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Hein, Bayrou, il en veut 40 pour l'année prochaine, il a dit. Avec ça, vous en avez 15. Après, il y a une deuxième mesure, c'est de faire ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire quand une multinationale utilise des stratégies d'évasion fiscale, exemple, ArcelorMittal, parce que personne n'en a parlé, qui met son siège social au Luxembourg, mais fait tourner, par exemple, ses usines, ses aciéries ou ses hauts fourneaux, quand ils ne les ont pas supprimés, quand ils ne s'apprêtent pas à les supprimer en France, et ArcelorMittal, ils ont eu une décision de justice il y a quelques semaines, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent en France, et puis au moment où ils vont vendre, au moment où ils vont payer leur impôt sur le revenu, bizarrement, leur impôt sur le revenu, leur impôt sur les sociétés, pardon, bizarrement, il n'y a pas de bénéfice. Pourquoi il n'y a pas de bénéfice ? Parce qu'ils ont fait une tactique, ça s'appelle des prix de transfert. Ils ont mis leur siège social au Luxembourg, et chaque année, ils louent la marque. Pour pouvoir vendre du produit ArcelorMittal en France, je dois payer à la siège social qui est au Luxembourg le droit de pouvoir utiliser cette marque. Et donc, je leur paye une redevance pour pouvoir utiliser la marque. Donc, ça me permet de faire des bénéfices en France, mais à la fin de l'année, j'annonce que mon bénéfice en France, il est nul, puisque j'ai sorti une partie importante de mon bénéfice au Luxembourg. À la fin, je ne paye pas d'impôt en France. Et au Luxembourg, je n'en paye pas non plus, puisque c'est un paradis fiscal et que ce que je vais déclarer là-bas, je n'ai pas besoin, ou en tout cas, j'en paye bien moins que ce que j'aurais payé en France. Donc la proposition que nous, on a mise sur la table, c'est pareil, c'est pour vous montrer que là, on ne parle pas de proposition, ce n'est pas la nationalisation de l'ensemble des secteurs de la production, hein. C'est de dire, on met en place ce qu'on appelle l'impôt universel, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder les bénéfices déclarés en France, on prend le chiffre d'affaires réalisé en France, c'est-à-dire pas ce qu'ils déclarent, mais la réalité de leur activité économique. On prend le chiffre d'affaires à l'échelle mondiale, on regarde quelle est la proportion du chiffre d'affaires réalisé en France par rapport à celui à l'échelle mondiale, et on vérifie si c'est la même chose sur les bénéfices. Et si on voit que ce n'est pas la même chose sur les bénéfices, on fait payer l'impôt sur la base du chiffre d'affaires et pas sur la base du bénéfice. En faisant ça, on rentre 25 milliards d'euros chaque année dans les caisses de l'État. 40, 15 plus 25, bim, on a les 40 pour Bayrou. Et on en a plein des propositions, mais là je vous en ai juste dit 2 qui permettent de faire en sorte qu'il veut ces 40 milliards, il les a, mais au moins on ne fait pas reposer la charge sur les Françaises et les Français par l'augmentation de la TVA, en réduisant les pensions de nos retraités, en réduisant notre accès aux soins, en augmentant le prix des consultations médicales ou en baissant le remboursement des médicaments. On fait contribuer une partie de la population qui a largement profité ces dernières années de la politique de Macron, et si on est dans une situation de difficulté économique, on dit c'est à vous de contribuer, de passer à la caisse. Pardon pour la technique de ça, mais je crois que c'est important que tout le monde ait ces informations, parce que évidemment c'est quelque chose qui va occuper une grande partie de l'actualité pendant les prochaines semaines et les prochains mois, jusqu'au budget à la fin de l'année. Donc là aussi, il faut se mobiliser, évidemment.
là aussi, il ne faut pas se laisser faire. Et là aussi, vous pouvez compter sur notre soutien, sur notre détermination à mener cette bataille. On l'a montré dans la discussion budgétaire l'année dernière. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la chute de Barnier. Pardon, c'est un peu un local de l'étape. Il n'est pas très loin. À la place, on a eu Bayrou. Je ne dis pas que c'est mieux, mais au moins, on a réussi à gagner cette bataille. Et on essaiera évidemment de la gagner aussi dans la prochaine discussion budgétaire à la fin de l'année. Et puis, je disais, le macronisme est devenu un obscurantisme. C'est vrai sur les questions nationales et c'est vrai sur les questions internationales. Où toute l'architecture qu'on a cherché à construire après la Deuxième Guerre mondiale, qui est une architecture qui n'était pas parfaite, mais qui s'appuyait sur des principes de droit. On a mis en place l'Organisation des Nations Unies. Ça a été une longue bataille de dire à l'échelle internationale, ça ne peut pas être la loi du plus fort. Il doit y avoir des règles de droit, il doit y avoir une forme de droit international. Il doit y avoir des instances qui sont mises en place pour faire respecter ces droits. On a inventé la Cour pénale internationale, où on a considéré que, y compris, ça peut être compliqué à imaginer, mais y compris dans la guerre, il y a du droit. Il y a le droit de la guerre. Donc il y a des choses qu'on a le droit de faire. On a le droit, je ne dis pas qu'elles sont bien, mais c'est la guerre. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Ça s'appelle des crimes de guerre, ça s'appelle des crimes contre l'humanité. Et on a inventé la Cour pénale internationale pour que quand une personne, un gouvernement, des dirigeants sont responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, eh ben, ça ne peut pas être impuni, ça ne peut pas se faire devant l'impunité, et qu'on a une responsabilité à l'échelle internationale, c'est que les gens qui sont coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, eh ben, qu'ils puissent être traduits devant des tribunaux, devant la Cour pénale internationale, pour être jugés et pour rendre compte de leurs actes. Alors, quelle honte aujourd'hui quand vous voyez une grande partie du spectre politique en France, l'extrême droite en premier lieu, la droite aussi, et une grande partie des macronistes, y compris remettre en cause le principe même de la Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale a eu l'outrecuidance de dire que les actions commises par le gouvernement israélien à Gaza et par Netanyahou en particulier s'apparentaient à des crimes de guerre. Et que donc Netanyahou, il fallait délivrer contre lui un mandat de la Cour pénale internationale. Et vous avez eu une succession de discours en France, de dirigeants politiques disant « Non, mais là, la Cour pénale internationale, elle ne fait pas ce qu'elle devrait faire, etc. » Vous savez, quand on n'est pas obscurantiste, quand on se fait une idée du respect des droits humains, alors ces droits, ils ne dépendent pas de la couleur de peau, de l'origine, de la religion, de l'emplacement géographique des personnes dont les droits humains sont attaqués. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que un gouvernement insoumis, il ne fera pas de respect des droits humains à géométrie variable. Et que si les insoumis sont au pouvoir, si M. Netanyahou met un petit pied sur le sol français ou traverse notre espace aérien avec son avion, il sera immédiatement déféré devant la Cour pénale internationale, il sera jugé et il sera condamné pour les actes qu'il a commis. Et cette position-là que vous applaudissez, je vous en remercie, mais c'est une position qui est normalement la position historique de la France, parce que j'entends les insoumis, la dérive, etc. Pardon, je ne vais pas lui rendre hommage, parce que j'avais plein de désaccords avec lui par ailleurs, mais le statut de Rome qu'a ratifié dans la Constitution française la reconnaissance de la Cour pénale internationale, ça a été fait par Chirac. Alors quand on voit ceux qui sont censés être ses héritiers aujourd'hui, comme Wauquiez et je ne sais pas qui, nous dire que non, il ne faut pas respecter les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, je lui ai posé 15 fois la question, il n'a même pas été capable de me répondre simplement. Je lui ai dit, faut-il respecter les mandats de la Cour pénale internationale? La réponse la plus simple, c'est oui. Quand on est quelqu'un qui est attaché au droit international, à défendre le droit international, à refuser que ça soit l'impunité internationale, à refuser que ça soit la loi du plus fort. C'est une honte, ce qu'ils font, ce qu'ils ont laissé faire. Alors aujourd'hui, c'est vrai, j'en vois certains qui changent de discours. Bon, pour l'instant, on prend, parce que l'urgence, ça doit être que les horreurs à Gaza s'arrêtent. Je ne sais pas si vous avez vu un porte-parole aujourd'hui de l'ONU, des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies, dit que la situation de famine à Gaza est la pire du monde entier aujourd'hui et que c'est l'ensemble de la population de Gaza qui est menacée de disparition. Et ce matin, Macron dit
il va falloir en quelque sorte intensifier nos actions si le gouvernement israélien continue. On n'avait pas vu qu'il y avait beaucoup d'actions, mais il dit on va intensifier. Le ministre des Affaires étrangères israélien répond Emmanuel Macron mène une croisade contre Israël. Et il y a quelques jours, après le meurtre de 2 diplomates israéliens aux États-Unis, le gouvernement de M. Netanyahou dit c'est les dirigeants occidentaux qui sont responsables. Parce qu'en pointant la responsabilité du gouvernement de Netanyahou dans les massacres à Gaza, en gros, ils sont antisémites. J'ai envie de dire à Macron, bienvenue au club. On a tous subi ça. Et bizarrement, quand vous commencez à hausser un petit peu le ton, vous avez les mêmes attaques que celles qu'on a subies depuis des mois et des mois. Alors peut-être que vous auriez pu y réfléchir avant d'ajouter votre voix à ceux qui nous ont combattus, stigmatisés, méprisés, menacés, intimidés, y compris juridiquement. Peut-être que vous auriez pu y réfléchir et peut-être que vous pouvez alors vous arrêter. Peut-être que vous pouvez renoncer à la dissolution de la Jeune Garde et d'Urgence Palestine, parce que la Jeune Garde et Urgence Palestine, ils défendent les droits, ils défendent l'idée qu'on se fait des droits humains partout dans le monde. Bon, c'est vrai que les lignes changent, que les lignes bougent trop tardivement, évidemment. La semaine dernière, pour la première fois, une dirigeante d'un pays européen, c'était la Slovénie, a pris la parole au Parlement européen pour dire ce qui se passe à Gaza est un génocide. Première fois qu'un dirigeant d'un État européen dit ça dans l'enceinte du Parlement européen. La semaine dernière, le gouvernement suédois a pris position pour qu'il y ait enfin des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou. Il y a eu 17 trains de sanctions européens contre Poutine après l'agression de Poutine en Ukraine. Il n'y en a pas eu un seul train de sanctions contre le gouvernement de Netanyahou alors qu'il mène les massacres que vous connaissez à Gaza. Mais ça bouge. La Suède dit il faut des sanctions économiques. Qu'attend la France pour dire oui, il faut des sanctions économiques? C'est ce que nous demandons depuis des mois et des mois. Oui, il faut des sanctions économiques contre Netanyahou. On ne peut pas le laisser faire de manière impunie. La semaine dernière, le Parlement espagnol a voté en faveur du principe d'un embargo sur les livraisons d'armes. Oui, en France, il faut décréter un embargo sur les livraisons d'armes. La semaine dernière, une majorité des États européens ont dit qu'il faut revoir l'accord de coopération qui existe aujourd'hui entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Il était temps. Il y a une des clauses de cet accord qui s'appelle une clause de respect des droits humains, c'est-à-dire les parties s'engagent à échanger de manière commerciale, mais ils doivent respecter les droits humains. Il a fallu combien de temps? Des mois et des mois pour qu'on se dise que peut-être qu'il y avait un problème avec cet accord de coopération économique. Alors, ils disent qu'ils sont prêts maintenant à réviser cet accord de coopération économique. Un peu de courage, il faut dire les termes, il faut aller jusqu'au bout. Cet accord, il doit être suspendu. Il doit être suspendu tant qu'il n'y a pas le respect plein et entier du droit international, la fin du génocide, la reconnaissance de l'État de Palestine. Bref, vous voyez, les lignes bougent, les mots changent, mais c'est le moment ou jamais où il faut continuer la mobilisation. Parce que même si on accueille positivement le fait que les discours changent, on sait aussi que les discours ne font pas cesser un génocide. Ce qui permet de faire cesser un génocide, c'est les actes. Les actes qu'il faut prendre tout de suite, maintenant. Pas dans 3 mois, pas en fixant des conditions de telle sorte qu'en fait ces actes ne voient jamais le jour. Et on a pris beaucoup, on s'est beaucoup fait insulter, dénigrer sur ce sujet. Malheureusement, j'ai envie de dire, les faits aujourd'hui nous donnent raison. Malheureusement, parce qu'on aurait tous préféré que ça soit différent. Et donc, petit à petit, j'espère que ceux qui ont utilisé ces accusations aussi infamantes auprès d'une formation politique qui a dans le cœur de son ADN l'unité du peuple, le refus de toutes les formes de discrimination, le fait qu'on ne s'en prend pas à une personne en fonction de son origine, de sa couleur de peau, de sa religion. J'espère que ceux qui ont essayé de renverser comme ça les accusations pour faire des formations politiques antiracistes, des formations politiques qui véhiculaient soi-disant une forme de racisme, j'espère qu'ils s'en mordent bien les doigts
J'espère qu'ils s'en mordent bien les doigts, j'espère qu'ils se sentent bien coupables. J'espère qu'ils ont du mal à se regarder dans la glace le matin. Parce que quand on est insoumis, vous savez, depuis le début de son engagement politique, on sait que la transformation de la société, elle nécessite l'unité du peuple. Et l'unité du peuple, c'est le rejet du racisme, c'est le rejet de l'islamophobie, c'est le rejet de l'antisémitisme, et c'est le rejet de toutes les formes de discrimination. Et quand on est insoumis, on sait que le racisme, quel qu'il soit, a toujours été un outil utilisé par les puissants pour diviser le peuple. Ça a toujours été un outil utilisé par les puissants pour conserver leurs intérêts. Quand on a un peu de culture historique, on sait comment le fascisme a toujours été la solution de repli du capitalisme pour maintenir sa domination quand il est menacé. Elle n'en a jamais été l'adversaire. Le fascisme s'est toujours camouflé, a toujours joué sur la confusion, sur l'inversion des termes, pour essayer de se faire passer comme un défenseur des catégories populaires, un défenseur de celles et ceux qui souffrent de la politique mise en place aujourd'hui. Un caméléon qui essaye de prendre cette image pour finalement, une fois qu'il arrive au pouvoir, continuer la même politique que celle qui a été mise en place, mais en l'imposant de manière plus autoritaire. C'est ça, le cœur de ce qu'est le fascisme. Et la division, elle est son outil de domination. Et donc, quand on veut transformer la société, quand on veut partager les richesses, quand on veut faire face à l'urgence climatique, quand on veut une 6e République, quand on veut un droit international, quand on veut un logement digne, quand on veut l'égalité, quand on veut l'égalité des êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, on sait très bien que le cœur de notre combat, de notre bataille politique, ça doit être de travailler à l'unité du peuple, jamais à cette division. Jamais. Et cette bataille-là, ne vous inquiétez pas, parce que la vérité, c'est que petit à petit, en allant trop loin, leurs accusations infamantes contre nous, elles se sont dévitalisées. Elles n'ont plus de force, elles n'ont plus de poids. Bon, la première fois que vous dites que la France insoumise est antisémite, peut-être qu'il y a des gens qui le croient. Une fois que vous avez expliqué qu'après la France insoumise, le pape aussi, et Emmanuel Macron aussi, et puis tous les dirigeants des pays occidentaux, même ceux qui ont couvert le génocide pendant des mois et des mois, bon, ça devient difficile de nous croire. Et ça fait du mal, en vérité, à la vraie lutte nécessaire, sincère, contre l'antisémitisme, comme contre toutes les formes de discrimination. Mais plus ils nous tapent, plus ils nous ciblent, plus, je crois, un certain nombre de gens aussi ouvrent les yeux et se rendent bien compte que, à la fin, pourquoi s'acharner autant contre une formation politique si elle ne sert à rien, si elle ne menace pas leurs intérêts, hein? Cyrano de Bergerac disait « On n'abdique pas l'honneur d'être une cible ». Alors, depuis qu'ils ont sorti la dernière campagne de calomnie contre nous, hein, puisqu'ils nous ont tapé bien fort là, ces derniers temps, nous animalisés, présentés comme des loups ou comme des chiens, depuis la dernière fois qu'ils ont fait ça, ils ont dû s'en mordre les doigts là aussi, parce que la semaine dernière, ils ont publié leur fameux sondage, hein, ce n'est pas nos outils de mesure, c'est les leurs, hein, c'est ceux qu'ils utilisent en permanence pour nous dire, vous voyez, ils les ont sortis, et 15% pour la présidentielle, 13%, progression de 2-3 points par rapport au sondage précédent. Bon, c'est bien. Donc vivement la mode 2, au moins peut-être qu'on sera au 2e tour, et puis la mode 3, on gagnera. Bref, on fait notre travail, ça a été décrit par mes collègues avant moi, on fait notre travail, on n'oublie pas qui nous a élus. Et à chaque fois, sur tous les sujets, vous verrez, ça sera la même chose. La première fois, on dénonce la forme de ce qu'on fait pour ne pas parler du fond. On est tout seul, on est isolé, personne n'a le courage de prendre le sujet à bras-le-corps. Et puis petit à petit, les faits, la fumée se dissipe, on voit le paysage tel qu'il est, et on se rend compte que heureusement qu'il y avait la France insoumise pour tenir le drapeau dès le premier jour sur ce sujet, parce que c'est ce qui a permis à d'autres après de se regrouper autour. Et c'est vrai sur tous les sujets. C'est vrai sur la question du génocide à Gaza. C'est vrai aussi, il l'a évoqué Jean-François tout à l'heure, sur la commission d'enquête sur Beta Haram. Hein, la première fois qu'on a posé la question, on nous a dit « Ah, les insoumis,
On nous a fait des accusations ignobles, on nous a dit, en fait, vous n'en avez rien à faire de la souffrance des victimes, vous cherchez à en faire un coup politique. Mais si la France insoumise n'avait pas posé cette question dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas eu des dizaines et des dizaines de témoignages de plein d'établissements partout en France, de gens qui, parce qu'il y a eu une commission d'enquête, se sont dit « Ah ben maintenant on a un lieu dans lequel on peut venir témoigner de ce qui nous est arrivé, de la violence que l'on a subie, de l'impact que ça a eu ensuite sur notre vie. » Voilà, pour être clair, si vous ne voulez pas prendre des coups, si vous voulez qu'on dise du bien de vous et qu'on soit gentil avec vous dans les médias, rejoignez pas la France insoumise. C'est pas le bon endroit pour ça. Je vous dis sincèrement. Mais bon, est-ce que d'un certain point de vue, c'est pas normal? On parle de confisquer ou de déloger du pouvoir des gens qui se le partagent depuis des années et des années. On parle de rendre le pouvoir au peuple. On parle de mieux partager les richesses. On parle de révolution citoyenne. C'est ça le projet qui est le nôtre. Bon, vous croyez qu'ils vont vous accueillir avec un bouquet de roses pour vous dire « Allez-y, c'est très bien, on va vous rendre le pouvoir, on va partager les richesses qu'on n'a pas voulu partager ». Leur violence est en quelque sorte à la hauteur de l'ambition du programme politique qui est le nôtre. Alors, je ne sais pas quelles seront les prochaines échéances électorales. Elles seront peut-être législatives. Et dans ce cas-là, il faudra se remettre en action et en mouvement très rapidement. Elles seront peut-être municipales. Et dans ce cas-là, la France insoumise a la vocation à mener cette bataille. Parce que le programme que l'on porte à l'échelle nationale, il peut aussi être porté à l'échelle locale. Elles seront peut-être présidentielles. Et on le sait, c'est l'élection cardinale de la Ve République. Si on veut transformer les choses, c'est l'élection à ne pas louper. Et on est en train de préparer tout ça ensemble. Bien sûr, ils vont utiliser les mêmes méthodes que d'habitude. Je parlais de division. Diviser pour mieux régner, c'est classique. Hein. Et puis de désespoir. Ils vont vous dire ça sert à rien, vous n'allez jamais y arriver, c'est trop dur, vous êtes divisés, vous êtes fracturés. Regardez dans les sondages, le deuxième tour est déjà écrit d'avance. Ça va être l'extrême droite face à la droite. Vous connaissez ça comme moi. Il n'y a qu'une chose qui permet un modèle de fonctionnement de la société, un modèle économique aussi injuste et aussi inégalitaire de continuer à dominer. C'est la division des opprimés et c'est leur démobilisation. C'est ça qui leur permet de continuer à conserver le pouvoir. Donc si on veut prendre le pouvoir, il faut lutter contre la division, j'en ai parlé, et il faut lutter contre la démobilisation. Et c'est le travail que l'on mène, que mènent des associations comme Chambéry Avenir et plein d'associations partout en France qui font ce travail-là d'inscription sur les listes électorales, qui font ces batailles, ces campagnes qui sont dures, qui sont longues, pour aller gratter avec les doigts la montagne de la désespérance, de la résignation, pour redonner des raisons d'espérer. Et nous, quand on est député insoumis, il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que quand il y a des gens, et il y en a à chaque fois dans nos réunions publiques, qui viennent nous voir et qui nous disaient « Moi, je ne votais plus, j'étais dégoûté » ou « Moi, j'ai jamais voté, j'étais pas intéressé ». Et grâce à ce que vous faites, grâce au discours que vous avez porté, maintenant, on s'intéresse à la politique. Merci de venir nous dire ça parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on sait que c'est la condition de la victoire. Je vais m'arrêter là, mais je vais dire les choses très simplement. Ils vont vous raconter que les sondages vont nous éliminer. N'oubliez jamais une chose simple. Au début de la campagne présidentielle de 2022, Mélenchon était à 8% dans les sondages, Marine Le Pen elle était à 30%. 22 points d'écart. Le soir de l'élection présidentielle, Mélenchon il était à 22%, Marine Le Pen elle était à 23%. 1 point d'écart. On recevait il y a quelques mois un sociologue à l'Assemblée nationale qui nous disait les sondages se sont trompés en moyenne une fois sur deux sur toutes les élections. Je leur disais, mais est-ce que vous connaissez un boulanger dans lequel une fois sur deux la baguette de pain qu'il vous fait elle n'est pas mangeable, mais vous n'allez plus aller chez le boulanger, vous allez changer de boulanger. Les sondeurs, on continue à aller les voir en disant vous êtes trompés une fois sur deux, mais on continue à vous voir pour vous demander la pluie et le beau temps. Donc ils vont vous faire pareil. Jusqu'au dernier moment. Hein. Vendredi soir de l'élection présidentielle de 2022, Mélenchon 17,5, Marine Le Pen 24. Elle finit à 22. 5 points d'écart en 2 jours. Pas mal. Ils vont faire ça. Ils vont nous démobiliser, ils vont nous insulter, ils vont nous calomnier. Ils vont essayer de nous empêcher de parler du fond. Nous, en fait, on veut parler du fond. Mais à la fin, il y a quelque chose contre lequel ils ne peuvent pas lutter.
c'est ce qu'on est les uns les autres là tous ensemble. C'est un réseau social humain. C'est des gens qui discutent avec d'autres, qui discutent avec d'autres, qui discutent avec d'autres. Il y a un jour dans l'année où on est tous égaux en fait, quel que soit l'argent qu'on a dans les poches. Normalement on devrait être tous égaux tout le temps, mais il y a un jour dans l'année où on a tous la même influence. Ah, c'est le jour de l'élection. Parce que notre bulletin de vote, le vôtre, il pèse autant de poids que celui de Bolloré, ce jour-là. Ah, vous avez autant de poids que lui, ce jour-là. C'est mathématique, c'est simple. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à chaque élection, dans nos quartiers populaires, on vote 20, 30 points de moins en moyenne que dans l'ensemble du pays. Alors parfois, quand je dis ça à des gens, ils me disent « Oui, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire ». Je leur dis « Non, c'est pas vrai. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. » Dans les années 70-80, en France, les 10% les plus pauvres votaient 10, 20 points de plus que les 10% les plus riches. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. Ce n'est pas une fatalité. Et notre travail, c'est de faire en sorte que les plus pauvres, les catégories populaires, les plus modestes, ceux qui ont le plus besoin de changement, ils votent au moins autant que les plus riches. Allez, encore plus, ça serait encore mieux. Et alors, tout est ouvert. Alors on peut y arriver, alors on peut gagner, indépendamment de ce qu'ils vont dire sur nous. C'est ça la révolution citoyenne. C'est la préparation d'une mobilisation consciente, déterminée, de la population pour reprendre ses affaires en main, pour changer les choses, pour rompre avec ce système. Et ça, c'est le projet aussi de la France insoumise. Alors venez donner un coup de main, aidez-nous, parlez-en autour de vous, parce que si on s'y met tous, si on fait ça tous ensemble, quels que soient les outils des puissants, à la fin, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Merci beaucoup. Ah oui, monsieur.